Bonjour et bienvenue dans le club Le Figaro Culture où nous avons décidé de commencer l'année en fanfare avec Frédéric Beigbeder qui a le double privilège d'être à la fois le témoin et l'acteur de cette rentrée littéraire de janvier puisqu'il publie aux éditions Grasset un roman bouleversant, son père disparu il y a un peu plus d'un an. Un homme seul, il en parlera longuement avec nous et puis après on lui demandera de rechausser sa casquette de chroniqueur littéraire pour commenter avec mes trois autres invités les autres romans très attendus de cette rentrée, signés Jean Echenoz, Camille Laurence, Paul Lynch ou Jean Rollin. Et puis en fin d'émission, nous ferons un coup de cœur, un tour de table des coups de cœur des chroniqueurs. Vous savez qu'il y a 507 romans qui sortent cet hiver, il y a de quoi faire. Le club Le Figaro Culture, spécial rentrée littéraire de janvier avec Frédéric Beigbeder, c'est tout de suite après le générique. Bonjour Nicolas Hengemuth. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint des pages culture du Figaro Magazine. Vous vous occupez notamment et brillamment des pages littéraires. Bonsoir Colombe Schneck. Vous êtes chroniqueuse Madame Figaro et bien entendu romancière. Votre prochain roman, on l'attend un petit peu avec impatience. On l'attend un petit peu encore. On attend un petit peu encore. Le précédent Mensonge au paradis aux éditions Grasset. Bonsoir Alice Develay, vous êtes journaliste au Figaro littéraire. Vous êtes également romancière. Tombée du ciel chez l'Iconoclaste, apparu il y a quelques mois, qui est très très bel accueil critique. Bonsoir Frédéric Beigbeder. Bonsoir. Avec Frédéric Beigbeder, c'est compliqué parce que vous avez 1000 vies en une, mais comme vous êtes un garçon très généreux, vous avez le bon goût d'écrire beaucoup de romans autobiographiques, ce qui fait qu'on sait à peu près tout sur vous grâce à ces romans. Chaque seconde est exploitée, recyclée plusieurs fois. Mais brillamment, puisque vous avez aussi cet art de plaire à la fois au grand public et aux critiques. Je rappelle que vous avez reçu notamment le prix Interallié pour 99 francs, et puis le prix Renaudot pour un roman français. Justement, dans un roman français, vous évoquiez un petit peu la figure de votre père, Jean-Michel Beigbeder, qui est le sujet de votre roman absolument bouleversant, qui sort en cette rentrée de janvier aux éditions Grasset, toujours, Un homme seul. Vous aviez encore une fois évoqué un tout petit peu sa figure. Ce qui est extraordinaire avec ce roman, c'est que vous dites que vous avez fait connaissance avec lui en l'écrivant. Qu'est-ce qui a fait que vous avez découvert votre père seulement après sa mort, en septembre, si je ne m'abuse, 2023. Vous deviez venir d'ailleurs à cette émission parler de votre amoureux de littérature américaine, et malheureusement votre J'avais la même excuse que Antoine Doinel dans Les 400 coups, vous savez. C'est ma mère. C'est ma mère, quoi, elle est morte. Et du coup, comme ça, vous n'allez pas le faire plusieurs fois quand même, ce coup-là. Ça m'a permis de sécher votre émission. Non, alors, Solers avait, dans un de ses derniers livres, il comparait les livres à des tombeaux. Il disait, c'est marrant, ça ressemble, enfin, c'est marrant. Il y a un nom dessus, et puis ça a la même forme rectangulaire. Et je crois que j'ai voulu essayer de faire connaissance avec mon père, c'est vrai. Il était très secret, très silencieux. Il aimait bien être entouré d'une foule de gens, ce qui lui évitait de trop se confier. Je pense que c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai en commun avec lui. J'ai beaucoup de choses en commun avec mon père, et je m'en suis aperçu, notamment qui serait de la pudeur, cette enquête. Qui serait de la pudeur? Oui, sûrement, de la pudeur, ou quelquefois c'est pas volontaire. Il y a des gens qui sont simplement enfermés, claquemurés, et j'ai essayé de comprendre pourquoi. J'ai lu une phrase, parce qu'en ce moment tout le monde parle de Marc Bloch qui va rentrer au Panthéon, et il y a une phrase de Marc Bloch où il dit on juge trop les gens au lieu d'essayer de les comprendre, ou quelque chose comme ça, mais il le dit mieux. Et c'est exactement ça. Je voulais pas le juger, mais je voulais... Non, vous dites d'ailleurs que vous refusez de l'embellir. Et c'est vrai que vous n'êtes pas tendre avec lui, parce que cette indifférence mutuelle que vous aviez, vous essayez de la comprendre. Et vous essayez de la comprendre comment? En racontant sa vie, qui est quand même une vie particulièrement romanesque. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, en fait, il y a beaucoup de livres de règlement de compte en ce moment avec la famille, hein, et puis il y a beaucoup de livres aussi d'extase et d'agiographie. Et moi, je pense que je suis un peu au milieu entre les deux. Voilà, je voulais surtout pas écrire un règlement de compte et pas non plus embellir. Et c'est un personnage de roman, oui, j'en suis sûr. D'ailleurs,
il s'était créé une deuxième identité et une autre nationalité. Donc lui-même a créé un personnage imaginaire qui s'appelait William Arbin et dont je ne sais quasiment rien. Si ce n'est que c'est le nom d'un écrivain qui est mon arrière-arrière-grand-père. Voilà. Qui est d'ailleurs lié à la famille des présidents Adams, des premiers présidents américains. Alors je suis très fier de faire partie de la famille Adams. C'est vrai, mais ça se voyait déjà depuis quelques temps, mais là on en a la certitude maintenant. John Adams, 2e président des États-Unis, et John Quincy Adams, 6e président des États-Unis. Voilà. Frédéric Beigbeder descend des présidents. Donc je vous remercie de me recevoir un petit peu avec un petit peu de déférence. Nicolas, vous parliez des mystères, c'est ça qui vous a intrigué dans cette presque biographie? Je pense qu'il y a toute une génération d'enfants de parents divorcés qui, surtout quand les pères sont partis assez tôt, qui finalement se rendent compte bien plus tard qu'ils les ont mal connus. Et puis il y a une chose que Frédéric avait écrite, il me semble, dans un roman précédent, enfin dans un récit précédent que je trouvais très juste. Il disait en gros, hein, je résume, les enfants divorcés ont tous des histoires différentes, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ne comprennent pas comment deux personnes qui se sont aimées ont arrêté de s'aimer. Et alors, évidemment, quand il y en a un qui devient absent, et c'est généralement le père, c'est rarement la mère, là ça devient l'incompréhension totale, quoi. Donc je pense que c'est un livre qui est assez universel parce que on compte même plus le pourcentage d'enfants de parents divorcés. Enfin, c'est énorme, quoi. Après 68, c'est devenu la norme, quasiment. Et donc, ce qui est très touchant dans le livre, c'est les mystères de ce père qui est quand même mystérieux, un peu mutique, qui se cache derrière la fête, derrière les conquêtes amoureuses, les plaisirs de l'argent, etc. Mais dont finalement les deux enfants, parce qu'il y a le frère de Frédéric, le grand frère, Charles Beigbeder. Finalement, il ignore plein de choses, quoi. Et vous avez l'impression d'avoir rempli tous les blancs ou il y a encore des mystères? Il y a beaucoup. Parce que vous dites, j'ai pas beaucoup d'anecdotes, mais en fait, il y en a quand même beaucoup. C'est très bizarre. Je sais quasiment rien sur ce qu'il a fait aux États-Unis après Harvard et puis comment il a pu développer cette société de chasseurs de tête, Spencer Stuart. Oui, c'est ça qu'il faut expliquer, justement. Pendant 20 ans, il était le président et il a ouvert des bureaux dans 25 pays. C'était hallucinant. Donc, j'avoue que je ne sais pas. Je pense qu'il avait beaucoup de talent pour ce métier, mais c'est peut-être pas la seule explication. Il a importé en France. Il a importé le métier de chasseur de tête. Ça n'existait pas. C'était même interdit de débaucher les patrons. Et il a commencé à expliquer à des entrepreneurs qu'ils pouvaient avoir un patron mieux chez le concurrent, qu'il fallait aller le chercher. Et à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Raymond Marcellin, l'a convoqué en lui disant « Mais on sait très bien que vous êtes de la CIA ». Peut-être par provocation, mais aujourd'hui, je me pose la question sérieusement. Oui, parce qu'en fait, le pseudo qu'il a pris, enfin le nom, c'est le nom d'un cousin qui, lui, travaillait aux États-Unis, américain. Oui, qui était vraiment de la CIA officiellement. Et la CIA, on sait qu'ils embauchaient les jeunes gens prometteurs du monde entier. Comme le KGB d'ailleurs. Ouais, le KGB, il y a eu beaucoup d'enquêtes récentes pour montrer que le KGB s'était infiltré dans toutes les haute sphère française, mais je pense que c'était le cas aussi du gouvernement américain, bien sûr. En fait, c'était la guerre froide. Après la guerre, dans les années 50-60, c'était donc une guerre d'espionnage entre les Russes et les Américains. Et dans tous les domaines, y compris économiques. Notamment. Colombe Schneck. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'avais adoré un roman français. Et c'était bien que parce qu'il y a bien sûr un rapport entre ces deux livres, mais un roman français, c'était un livre écrit par un enfant. Je me souviens d'une scène qui m'avait bouleversée où Frédéric et son frère vont au cinéma un dimanche après-midi, envoyés par leur père au milieu d'une séance derrière. Oui. On regardait le cinéma permanent. Voilà. Et je pense souvent à cette séance, à ce moment, voilà,
ne sait pas quoi faire de ses enfants, on les envoie comme ça au cinéma. Et puis après, une série de livres qui étaient plutôt des livres d'adolescents, c'est mon truc. Et là, c'est un livre d'adulte, c'est-à-dire que c'est un homme qui regarde son père avec énormément de compassion. Un père qui est envoyé en prison à l'âge de 6 ans. Enfin, moi, quand je pense au début de ce livre... Alors, c'est pas une prison, mais c'est une pension... qui ressemble à une prison, enfin, dire où les enfants dominicains sont assez sévères. Sont maltraités, il y a une suspicion de maltraitance sexuelle, enfin de viol, où les enfants sont abandonnés, enfin derrière ce pensionnat. Et Frédéric raconte cette vie, je dirais, avec cette distance. Il pourrait y avoir beaucoup d'émotions, de pathos, et il n'y en a pas. Enfin, c'est raconté comme Flaubert le proposait, c'est-à-dire avec. Je dirais pas, c'est pas de la froideur, mais la distance qui fait qu'on regarde son père comme on regarde un adulte, regarde un autre adulte. Hein. Et comme on dit souvent, les enfants deviennent les parents de leur père, en fait. Mais ça, vous dites que vous ne... Il y a une égalité entre les deux. Et surtout, les pères deviennent les enfants de leurs enfants. Parce que c'est un personnage qui est très romanesque, comme vous l'avez dit, mais qui parfois qui est aussi insupportable, qui est extrêmement égoïste, qui sait très peu... Enfin, il y a ce moment où vous êtes tous les deux dans un hôtel à Bangkok, petit garçon abandonné devant la télévision, quoi, ou à la piscine. Et lui part de fille en fille. C'est un homme extrêmement égoïste, on pourrait être en accusation, et ça ne l'est jamais. Non, parce que c'était marrant, en fait. C'était un père très marrant, amusant. Mais aussi parce que vous avez la compassion. Enfin, vous avez pensé à ce petit garçon envoyé à 6 ans. Il faut comprendre, c'est ça. C'est encore, je commençais en disant ça, et pour comprendre, il faut essayer d'analyser ce qu'a été son enfance. Tous ces types-là, ils ont été dans les milieux bourgeois, en pensionnat, dans des internats très durs, religieux, militaires, parfois les deux, c'est le cas de mon père. Donc avec une discipline vraiment très sévère. Et ils voyaient leurs parents 2 ou 3 fois par an, à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à presque 15 ans. Donc c'est pas du tout les enfants de maintenant. Ils sont surprotégés, à qui on dit qu'on les aime tout le temps, 10 fois par jour. Là, ses parents ne lui ont jamais prononcé cette phrase, ils n'ont jamais embrassé mon père. Donc voilà, il y a ça, il y a la guerre, bien sûr. Il est né en 1938, donc il a quand même vu la guerre. Il y avait une famille de juifs cachés chez mes grands-parents. Il a, voilà, comme tous les gens qui ont vécu la guerre, il a eu ensuite de cesse de s'amuser, de jouir de tous les plaisirs de la vie, d'être libre. Certainement pas d'être un père de famille, mais plutôt de voyager. Et j'évoque le mythe du Playboy, le mythe de l'homme moderne, du magazine Lui, où James Bond, la figure de James Bond revient beaucoup dans mon livre, parce que c'était un peu l'utopie de cette période-là. James Bond, Ian Fleming, je parle sous le contrôle d'un grand lecteur de romans policiers, mais Ian Fleming l'invente en 1952. Et Ian Fleming est lui-même un espion. Et il invente ce type séducteur, qui a des gadgets, qui a des bagnoles de sport, qui fait le tour du monde en permanence et qui va de nana en nana tout le temps. Et ça a été le rêve de mon père et le rêve de cette génération d'hommes. Et ce rêve explose, c'est-à-dire qu'il finit obèse, seul, chez vous... Endetté. Oui, endetté. Et vous avez laissé combien? 30 euros, vous avez laissé ça? 70 euros. 70 euros. Bu en caipirinha. Dépensé en caipirinha. Voilà. Qui m'ont d'ailleurs provoqué une sorte d'allergie de l'œsophage. Mais comment vous expliquez, d'ailleurs on sent que vous avez du mal à expliquer ça, que cette famille qui peut avoir, c'est-à-dire les parents de votre père qui cachent des juifs en guerre en prenant des risques incroyables, avec la famille Lambert, et en même temps vont envoyer leur fils dans une espèce de pensionnat militaire. C'était la norme. C'est-à-dire capable d'une générosité folle pour des étrangers, entre guillemets, et d'une dureté, d'une violence avec leurs propres enfants. C'est un paradoxe, mais c'était comme ça que ça se faisait dans ces milieux-là. On n'élevait pas soi-même ses enfants. Il y avait soit des nounous, soit surtout des pensionnats. Ça a été le cas du frère de mon père aussi. Et Gérald, je pense que mon père en a énormément souffert. Il a d'ailleurs une fois dans sa vie osé en parler à sa mère. Il a dit « Mais pourquoi tu m'as mis en prison quand j'avais 8 ans ?» Et elle a dit « C'était ce qu'il y avait de mieux. » Et c'est une phrase d'ailleurs ambiguë parce que ensuite j'ai découvert que
ça n'allait pas si bien dans le couple de ma grand-mère, voilà. Et donc, mon grand-père avait une double vie aussi. Et donc, tout ça, c'est les familles bourgeoises. C'est pas très original, mais c'est générationnel. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'analyser à travers la génération des boomers, de l'après-guerre, de me confronter avec moi aussi et de comprendre, comment dire, qu'est-ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui. Et quel effet ça fait d'écrire ce livre c'était comme... J'ai fait une thérapie, hein, pour des raisons que je n'aborderai pas ici, mais j'ai fait une thérapie, et les 2 résultats de la thérapie, c'est un livre et un infarctus. Voilà. Le cœur qui s'ouvre. Ouais. Et c'était il y a 3 semaines. Donc les 2 en même temps, quasiment. Enfin, quasiment, oui. Ouais. Mais ça veut dire peut-être que j'ai été très loin dans l'authenticité avec ce livre-là. Je l'ai écrit pour moi-même, en fait. Au départ, j'ai dû faire un discours à l'enterrement de mon père. Je ne pouvais pas faire un discours de 200 pages. Donc j'ai fait un discours que je trouvais trop court. Et puis j'avais encore beaucoup de choses à dire. Mais après, vous avez enquêté. Pas que des choses favorables. Hein, je tiens à le dire parce qu'il y a beaucoup de livres sur ce sujet. Et moi, j'aime Franz et François de Weiergans, parce que pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et il dit qu'il a une relation idolâtre et rancunière avec son père. Et je me reconnais bien dans ces termes-là. Donc il y a de l'idolâtrie pour le James Bond français, qui était peut-être un vrai agent secret. Avec une petite envie de lui ressembler. Avec une énorme envie de lui ressembler. Pendant 40 ans, j'ai essayé de lui ressembler, en vain. Et puis, voilà, de type qui sort, qui fait des fêtes, qui a de l'argent, qui a des belles voitures, et qui fréquente des mannequins blondes, toutes plus sublimes les unes que les autres, et rancunier quand même, parce que rancunier, en tant que petit garçon, oui, j'aurais bien aimé qu'il s'occupe un petit peu plus de mon frère et moi, et moins de Svetlana et Ulrika. Il y a un moment terrible où il appelle une de vos copines, il drague. Ah oui, il faisait ça, oui. Mais c'est une génération étrange, qui a un rapport étrange avec les... vos copines. Il a tenté, en tout cas. Oui, il a invité à déjeuner une de mes petites amies, ouais. Mais il faisait ça aussi, je crois, avec les fiancés de mon frère. Et donc il était vraiment... mais ouais, c'était des hommes un peu spéciaux, mais qui sont fascinants en même temps. Et aujourd'hui, évidemment, tout ça... Comment avoir des fils. Oh non, heureusement, non. Attention, voilà. Alice. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on parlait de la tentation potentiellement de faire de votre père quelqu'un d'égoïste, qui avait ses mystères, parce que c'était un jet-setter, un playboy, etc. Mais en fait, ce qu'on voit, ce que je ressens dans le livre, en tous les cas, c'est qu'il essaie de combler une espèce de souffrance qui est d'enfance, une souffrance qui dure des années, une souffrance où on en a un tout petit peu parlé, où il a été maltraité, sûrement abusé. Et ce que j'ai trouvé particulièrement réussi, c'est cette distance que vous mettez, parce que vous le dites à un moment donné dans le livre, que vous alternez entre le petit garçon, entre vous et l'adulte. Donc le petit garçon qui cherche quand même l'amour de son père et l'adulte en même temps qui lui en veut. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que d'une certaine manière, si vous brossez le portrait de votre père, j'ai un peu l'impression aussi que vous brossez votre propre portrait. J'ai l'impression de vous lire finalement par son intermédiaire. Et quand je vois le titre de votre livre, je m'interroge, c'est qui l'homme seul ? C'est votre père ou c'est vous ? Aujourd'hui, c'est plutôt moi, puisqu'il n'est plus là, mais j'ai, Dieu merci, une famille, et j'ai énormément de chance d'avoir réussi à construire une famille nettement plus équilibrée qu'à la génération précédente. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, on sent qu'il y a une transmission quand même de votre père. Bien sûr. Et vous dites, d'ailleurs, vous écrivez... je ne sais plus exactement, il ne m'a pas transmis de fortune, mais des fantômes. Et ce que je trouve justement très réussi, c'est cette question qui est abordée aujourd'hui, surtout dans les romans, c'est la question de l'épigénétique. Qu'est-ce qu'on transmet de génération en génération ? Est-ce qu'on transmet des traumatismes ? On l'a vu, ça a été prouvé scientifiquement que lorsqu'il y a des traumas, on les ressent dans l'ADN, et après ça change carrément la personnalité de l'individu. Et vous, du coup, comment vous vous positionnez là-dessus vis-à-vis de cette transmission peut-être de la souffrance ? J'ai l'impression d'avoir, alors pour rester dans la psychanalyse, j'ai eu ce qu'on appelle des loyautés inconscientes pendant toutes ces années où j'essayais d'imiter mon père, en fait, de son mode de vie des années 60, quoi, qui me faisait rêver. Hein. Donc c'était conscient ? Et non, c'était pas conscient. Ah, c'était inconscient, Je pensais que c'était l'idéal d'un homme, de sortir tous les soirs, de se droguer, de coucher avec tout le monde. C'était ça, le bonheur.
Bon, ça n'a pas donné des résultats très, très positifs. Ouais. Et puis, c'est lassant, hein, à la longue, très, très fatigant. Et puis, je pense que je vais beaucoup mieux depuis très peu de temps. Depuis quelques mois. Il est devenu raisonnable. J'espère que non. Adulte. Ah. J'espère que non. Mais je pense que, disons, j'ai repris le contrôle. J'ai plus ces loyautés inconscientes et j'ai maintenant. Mais ce que dit Colombe est intéressant. Est-ce que c'est pas parce qu'on est au courant de ces problèmes qu'on les résout, mais enfin ça va mieux. Est-ce que vous n'êtes pas devenu adulte tout simplement? En tout cas, accepter le fait que vous avez l'âge que vous avez et que maintenant il faut peut-être Oui, c'est ça. fermer cette page. Je vous remercie pour cette thérapie gratuite. Oui, alors c'est Houellebecq qui dit ça. Enfin, on dit qu'on devient adulte à la mort de ses parents, et lui il dit non, on ne devient jamais réellement adulte. Donc je suis assez d'accord avec lui. J'espère rester quand même aussi quelqu'un d'un peu irresponsable et cervelé, mais enfin, je me sens beaucoup mieux. Et ce livre m'a beaucoup aidé. Sur cette transmission dont parlait Alice, c'est vraiment très beau, où votre petit garçon vous accompagne, vous allez visiter ensemble le pensionnat, et il attrape un rhume. Oui. Et il dit c'est le rhume de Sorèze. Il y a une transmission qui s'amoindrit à des générations. Ce n'est plus qu'un rhume. Oui, mais ça reste quand même un rhume. C'est quand même un rhume. Oui. Il se passe quand même quelque chose. Mais c'est très frappant. Les gens qui ont 80 ans aujourd'hui sont très frileux parce qu'ils ont eu froid comme on n'imagine même pas. Ils ont tous eu très très froid dans les années 40 et très faim aussi. Et mon père mangeait tout le temps. Il mangeait énormément. Et je crois qu'il faut. C'est pour ça, si on veut comprendre nos parents, on ne doit jamais oublier l'enfant qu'ils ont été, ce qu'a été la guerre. Et leur enfance, oui. Vous dites que vous ne saviez pas où vous alliez en écrivant ce livre. Est-ce que vous êtes arrivé quelque part? Est-ce que vous êtes arrivé quelque part à la fin de ce livre? Au Figaro, là. À part au Figaro. Déjà, j'ai eu la chance d'être invité dans votre émission. Donc c'est un but de ma vie qui est atteint déjà. Mais je sais pas, peut-être c'est de mettre des mots sur certains malaises, de rencontrer cet homme-là, de l'accepter, de peut-être lui pardonner. C'est ça qui est intéressant, c'est le but. Si jamais la littérature a un but, c'est celui-là, c'est de réduire la distance entre qui je suis et ce que j'écris, voilà. Et puis de raconter une époque aussi, parce qu'encore une fois, c'est là où vous touchez à l'universalité, c'est aussi vous féerique, raconter. Cette époque. C'est une époque féerique. Aujourd'hui, on la dénonce tout le temps, mais voilà, ils se sont énormément amusés, beaucoup plus que nous. On ne s'amusera jamais. Et c'est l'un des rares livres que votre père ne lira pas. Est-ce que vous auriez pu l'écrire s'il était encore là? Non. Non. Ah non. Pourquoi? Non, certainement pas. Parce que j'aurais trouvé ça trop impudique, et lui aussi. Et il l'aurait lu, du coup? J'étais trop. Vous savez, il était très intimidant, hein, mon père. Il a quand même réussi toute sa vie à placer tous les dirigeants du CAC 40. Donc il devait avoir une force de conviction. Moi, en tout cas, j'osais pas. J'aurais jamais osé lui poser des questions sur, par exemple, sur ce que ces curés ou soldats lui ont fait à Sorèze. On ne saura pas, on ne saura jamais. Un homme seul, merci Frédéric Becbédé, aux éditions Grasset. Vraiment un roman bouleversant. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Frédéric, c'est qu'il y a d'autres livres qui sortent en ce moment. Je suis vraiment confus. Mais il y a d'autres livres, mais ils sont tous bien moins bons que le vôtre. C'est ça, donc je peux en dire du mal de toute façon. Vous avez tous les droits. Le livre dont on parle beaucoup, c'est Jean Echenoz, Bristol. Un livre de Jean Echenoz aux éditions de Minuit est toujours très très attendu. Nicolas, un avis? Alors, j'ai reçu en hurlant de rire le feuilleton de Frédéric qui a titré Le dernier navet de Jean Echenoz, ou le nouveau navet. Le navet. Mais je précise que c'est le sujet du livre. Bristol, c'est le nom d'un cinéaste qui part réaliser un film dont lui-même n'est pas très en Afrique, persuadé, voilà, et qui est effectivement un nanar et qui ne va pas marcher, et qui tourne en Afrique australe. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est un titre tout de même, parce qu'à l'intérieur de l'article, c'est une descente en bonne et due forme quand même. Bon. Moi, ce qui ne se fait pas d'ailleurs quand on est en librairie au même moment. J'ai trouvé ça, par rapport au livre dont on va parler ensuite, je suis plus indulgent parce que je trouve qu'il y a une forme de fantaisie et que déjà il sait écrire
il est même parfois... D'ailleurs, Frédéric emploie le mot virtuose pour certains de ses romans précédents. C'est un peu, ça se veut un peu, pardonnez la vulgarité, mais ça se veut un peu déconnant. Parfois, c'est un peu limite SAS, qui rencontre le nouveau roman. Enfin, voilà. Après, ça m'a pas renversé, mais Echenoz a ses fans, visiblement. Oui, mais peut-être qu'il faut peut-être prévenir ses fans que c'est pas son meilleur livre, c'est aussi de salut public. Moi, je me suis exprimé déjà, donc je ne vais pas en rajouter. Alice, mais j'admire beaucoup Jean Echenoz pour c'est pour ça que vous Ravel et celui sur Tesla qui s'appelle Des éclairs. Des éclairs et courir. Et courir sur Zapotec. Tu veux commencer, Alice ? J'allais dire, moi je trouve déjà Jean Echenoz écrit très bien. Il faut le dire, c'est un écrivain. Point. Après, c'est un roman, je pense, un roman des années 90, c'est un roman d'analyse, c'est-à-dire un roman de courant littéraire, comme on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui. Donc, il serait plus intéressant à analyser qu'à lire. Donc, est-ce que j'ai pris du plaisir à le lire ? Non. Est-ce que je le recommanderais ? Non. Mais est-ce qu'il est marrant quand même ? Oui, c'est potache, il y a de la fantaisie. C'est l'échec du langage, c'est l'échec de tout court, c'est le roman d'un échec. Le gars part effectivement essayer d'aller faire un film en Afrique, c'est un échec total. Les personnages n'arrivent pas à se rencontrer, ils n'arrivent pas à se parler. Donc c'est vraiment un roman tel qu'on pouvait le faire dans le nouveau roman. C'est un roman d'analyse. Après, plus drôle quand même que la majorité des nouveaux romans. Ouais. Ça, on est d'accord. Mais il y a cet côté absurde. Il y a le narrateur qui est une espèce de troisième personnage avec sa voix presque pince sans rire. Il y a de l'humour. C'est très drôle, c'est une pantalonnade en fait. Mais il prend du temps à se mettre en œuvre, c'est écrit, donc il faut aller plus loin, il faut aller sous les lignes, il faut aller sous le texte. Donc ça demande quand même un peu d'énergie mentale, ce qui est un peu compliqué, je crois, à l'heure actuelle. Mais on passe quand même un moment. Non, mais on passe quand même un bon moment. Mais c'est pas un roman tel qu'on peut le lire aujourd'hui en se disant on va passer un bon moment. Non. Mais en tous les cas, il y a de l'écriture. Et c'est sur cette base-là que ça reste quand même un bon roman. Oui, Jean Echenoz est un grand écrivain. Moi, mes grands livres, c'est Courir, effectivement, Ravel et Des éclairs, qui sont trois qui sont des biographies, qui sont des chefs-d'œuvre de simplicité, d'évidence, etc. Je suis moins il y a des sujets. Je m'en vais quand même. Je m'en vais, oui. Moi, je suis moins une lectrice des romans de Jean Echenoz. Mais je dois dire que son écriture est tellement fluide, tellement une espèce de fausse désinvolture. Enfin, ses phrases sont quand même incroyables. C'est superbe. Ouais. Alors, finalement, il n'y a pas de dramaturgie. Enfin, je me suis c'est un anti-livre, c'est un anti-roman. Je me suis un peu ennuyée, je ne comprenais pas très bien. Et puis je me suis dit, peut-être, allons-y, on verra bien, laissons-nous. Laissons-nous glisser, on verra bien. Acceptons que. Il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, que l'histoire ne m'intéresse pas. Voilà. Acceptons ça. Et non, mais l'histoire ne l'intéresse pas, lui non plus. Et c'est ça qui est amusant. C'est vrai. Et c'est toujours le cas chez ce courant-là. C'est-à-dire, pas seulement Echenoz, mais Chevillard ou Jean-Philippe Toussaint. Enfin, on sent qu'ils sont en surplomb. Et par exemple, Echenoz, il termine un chapitre en disant « Oh, passons au chapitre suivant » ou ce personnage-là, bon, on en parlera plus tard. Et il s'amuse avec le lecteur. C'est la marque des éditions de minuit, quoi. C'est un grand écrivain, donc laissons-nous, acceptons de nous pas savoir vraiment ce qui se passe, de pas comprendre, enfin de pas voir vraiment. C'est pas de l'ennui. Acceptons-le. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de sujet. Est-ce que c'est un livre qu'on recommanderait à nos proches ? Pourquoi pas ? Pas moi en tout cas. Je pense pas. Il y a 30 ans derrière, oui. Il faut recommander, je m'en vais. Vous n'étiez pas né, Alice. Je sais, mais bon. Ou courir, ou Des éclairs, ou Ravel. Non, mais ça reste quand même un livre très bien écrit, il faut le dire. Après, c'est un livre qui se désécrit. C'est pas un roman, c'est un anti-roman. Il se passe rien, ou en tous les cas, dès qu'il peut se passer quelque chose, il fait en sorte qu'il ne se passe rien. Donc on reste sur un livre sur le rien. Parce que c'est un peu ce que Frédéric a dit dans sa chronique. Mais acceptez-le. Mais moi, je suis assez content qu'elle soit d'accord. Ouais. Oui, mais je dis quand même que je pense ça reste quand même drôle. C'est drôle et c'est sympathique. Voilà. C'est sympathique et intelligent. Enfin, oui. Voilà. Passons une heure avec lui. Franchement, on n'aura pas. Et passons à autre chose. Voilà. Et passons à autre chose. Merci Alice Bristol de Jean Echenoz, édition de minuit. Camille Laurence, ta promesse, Colomb, puisque vous aviez la parole, gardez-la. J'avais très envie de lire ce livre parce que j'avais tellement aimé Fille, son livre précédent, auquel je pense souvent, la fin qui est magnifique. Et je l'ai lu une première fois. D'abord, je l'attendais parce que comme tout.
connaissais les protagonistes, entre guillemets. Je savais que Camille Laurence avait un amoureux qui s'appelle François de Nelman, qui avait écrit un livre, et puis qu'elle a... Voilà, je connaissais un peu le contexte, l'extérieur, et donc je l'ai lu avec de mauvaises raisons, une espèce de pipolerie, voilà, comment c'est une histoire d'amour en vrai, quoi. Et donc, bien sûr, j'étais déçue de la première lecture. Enfin, j'ai trouvé ça... alors lui, il est méchant, elle est gentille, et c'est comme ça que ça se passe, et malgré 20 ans d'analyse, c'est ce que la narratrice, qui est elle-même écrivain, continue à penser. Donc, j'ai une première lecture très déçue, et... oui, très déçue, je me dis, c'est ça. Ouais, et puis il y a une deuxième lecture. Et j'ai relu, je l'ai relu une semaine après, ce qui ne m'arrive jamais. Je l'ai relu, et là j'ai vu toute l'intelligence, l'humour du livre. Je l'avais mal lu, voilà, j'étais pas le bon moment, ou je l'avais lu pour de mauvaises raisons, ça arrive, voilà. Cherchant, mais alors qu'est-ce qu'il a dit, et là, oui, j'ai vu l'intelligence et l'humour de Camille Laurence et Alice. Moi, j'ai adoré. Voilà. Ouais. Je trouve que c'est une histoire vieille comme le monde, c'est-à-dire c'est une histoire d'amour, donc on a toujours écrit sur des histoires d'amour. Oui, c'est ça, c'est des amours trahis, c'est classique, c'est très classique, mais c'est avec des mots d'aujourd'hui. C'est un roman très psychologique qui va tourner vers le thriller, parce qu'au tout début, il y a cette narratrice, donc, qui est une romancière à succès, qui va tomber amoureuse d'un homme qui est marionnettiste, on voit la métaphore qui se fait tout de suite, n'est-ce pas, avec le fil. Et puis, évidemment, ça ne va pas bien se passer. Donc on a cette cristallisation, et puis on va avoir cette décristallisation très rapide. On va voir qu'il va y avoir un phénomène d'emprise. Elle va se soumettre, il la rabroue. C'est vraiment un des rapports finalement qui va être psychologiquement violent. Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Et donc on comprend qu'elle s'adresse à quelqu'un, et que ce quelqu'un est son avocate. Et sans trop en dire, on se doute bien qu'il s'est passé quelque chose de sordide. Mais c'est tout l'objet du livre. Et là où j'ai trouvé que c'était d'autant plus pertinent, c'est la manière dont elle nous amène vraiment à comprendre la violence des mécaniques sentimentales. C'est bien précis, c'est très bien écrit. Enfin, vraiment, déjà, c'est extrêmement bien écrit. C'est qu'il y a une double fiction, c'est que la fiction qu'elle raconte, comme un théâtre de marionnettes, avec ces deux personnages qui s'agitent, très grinçants, ils sont presque l'un et l'autre un peu ridicules d'ailleurs. Oui, ils sont pathétiques, ils sont ridicules, mais en même temps, elle est vraiment victime, et en même temps, elle lui trouve des excuses. Oui, mais en même temps, c'est elle qui rompt la promesse de ne pas écrire le livre. Mais il ne faut pas tout dire. Mais ce que j'ai aimé, ce qu'elle raconte, c'est qu'une histoire d'amour, c'est une fiction, c'est-à-dire qu'on tombe amoureux de quelqu'un, on invente des personnages, on a ses illusions, tels qu'on le désire, etc. Et donc là, elle raconte bien ce que c'est que, voilà, ce que c'est qu'un amour, finalement. Un amour, finalement, ce n'est qu'une fiction. Et ça fait vraiment penser à l'anatomie d'une chute. On a vraiment cette montée en œuvre d'un seul coup, et on se demande qui est coupable finalement dans l'histoire, et ça marche vraiment très très bien. Enfin, moi, j'ai adoré. Voilà. Ta promesse chez Gallimard de Camille Laurence. Vous avez parlé d'emprise tout à l'heure. Alors justement, dans cette rentrée, il y a un livre de Philippe Villain qui s'appelle Mauvais élève aux éditions Robert Laffont, que vous avez dû aimer, Nicolas, parce qu'il dit du mal d'Annie Ernaux. Je suis pas le seul sur ce plateau. Mais c'est pas la question. Comment c'est pas mal. Il dit pas que du mal. Non, il bien dit sûr. Énormément de bien. Bien sûr. Ouais. C'était un raccourci pour essayer d'exciter la bête. Non, mais il faut. Ça peut pas marcher. Non, mais il faut remettre un peu les choses dans le contexte. C'est-à-dire qu'il y a, je sais plus, 2 ou 3 ans, Annie Ernaux a écrit un texte de 33 pages et demie quand on retire les pages blanches et la bibliographie à la fin. Qui s'appelle Le jeune homme, où elle raconte son histoire avec un jeune homme qu'elle fait à moitié passer pour un débile mental, c'est-à-dire qui parle en verlan et qui regarde du foot du matin au soir, qu'il appelle Marum, enfin voilà. Et qui a 30 ans de moins. Alors, 29. 29, ouais. Comme Annie Ernaux est assez maligne, elle s'est débrouillée pour que le nom n'apparaisse pas. Et en plus, d'après ce qu'on m'a dit, pour que le nom n'apparaisse nulle part dans la presse. Mais ça, je ne peux pas le prouver parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès de Gallimard. Et il se trouve que le jeune homme en question sort sa version des faits, qui n'est pas du tout un règlement de compte, qui n'est pas un livre de revanche teigneux, méchant, mais qui rétablit la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, il adorait... il vient... Alors lui, contrairement à Annie Ernaux, qui était élevé par des épiciers, alors c'est pas des énarques, mais enfin c'est pas des mineurs non plus, lui avait un père chômeur et alcoolique, une mère qui vivait... Enfin bref, il a vraiment grandi dans la misère.
Et puis, il a découvert la littérature avec des goûts un peu étranges pour moi, mais Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, etc. Et puis un jour, il découvre un livre d'Annie Ernaux dont j'ai oublié le nom puisque j'ai pas dû en lire plus que 5. C'était déjà une souffrance. Il lui envoie des lettres, des déclarations d'admiration. Elle lui répond. Et puis ils ont liaison ensemble avec 29 ans de différence. Bon, après tout. Il y a plein de stars de cinéma ou du rock qui sont avec des femmes qui ont 29 ans. On connaît même un président qui n'est pas exactement avec quelqu'un de son âge. Et en fait, lui rétablit la vérité, mais encore une fois, sans hargne, quoi. Non, mais en disant qu'il s'est quand même fait manipuler, utiliser. Oui, il se fait manipuler, mais en même temps, il est d'accord. C'est-à-dire qu'il est quand même consenti au début. Fasciné par une femme des lettres qui est déjà riche à ce moment-là. D'ailleurs, leur premier rendez-vous se fait au Café de Flore. Ouais. Et quand même, dans l'image, dans la symbolique, c'est quand même quelque chose. Oui, ça se fait pas. Enfin, elle n'allait pas non plus au fin fond de Bobigny. Non, mais dans la symbolique, c'est quelque chose d'amener quelqu'un qui ne connaît pas Paris, qui ne connaît pas les codes, comme un peu Lucien de Rubempré, quand il monte à Paris, il est ridicule, donc elle le ridiculise d'une certaine manière en l'amenant dans un endroit. Mais je suis entièrement d'accord. Donc, je suis entièrement d'accord, mais je trouve que ce livre est une réponse élégante. Très élégante, très droite, très posée. Et saine, parce que j'imagine que quand il a dû lire Le Jeune Homme, évidemment, il est cité nulle part, mais il a dû se prendre ça comme une gifle en disant mais elle se fout de ma gueule, quoi. Et c'est ça, on sent que ce qui l'agace chez lui, d'ailleurs c'est un peu le sens de la chronique apparaître dans le Figaro Magazine de Frédéric Beigbeder, c'est que, et vous l'avez évoqué, c'est que lui c'est un vrai prolétaire. C'est un vrai. Et donc il venge sa classe d'une certaine manière, sa vraie classe prolétaire, contre Annie Ernaux qui se prétend prolétaire du côté des prolétaires, mais qui est quand même fils de petits commerçants. La littérature, c'est pas non plus un concours de qui va être mais comme elle le. Ah bah oui, mais sauf qu'Annie Ernaux, elle passe sa vie à faire ça. Donc à un moment donné, il faut. Comme disait Geneviève Dorman, pour monter au mât, il faut avoir le cul propre. Est-ce qu'on peut lire quand même juste un passage qu'a écrit Philippe Villain, c'est la page 120, et qui est très droit, pas un mot de trop, et sans colère aucune, mais il explique, il dit les choses, dit les faits. Je vais vous le dire, ça fait 10 pages, promis. Séquence lecture. 10 pages Non, mais Alice ne va pas lire 10 pages. Écoutez ce que je dis. Je comprenais que nous ne provenions pas du même milieu modeste. Entre guillemets, modeste était un adjectif générique assez imprécis et relatif pour désigner nos appartenances sociales si différentes. Elle venait de la paisible campagne rurale normande, agricole, paysanne, catholique, blanche et droitière, où elle avait bénéficié en tant que fille de petits commerçants d'une éducation favorisée finalement en pensionnat à l'école normale catholique et qui était très différente de la région industrielle de ma prime jeunesse passée dans un HLM de la Madeleine d'Évreux, puis dans une cité ouvrière cosmopolite ouverte à toutes les confessions religieuses. C'était une erreur de croire que nous avions vécu la même enfance, puisque, en réalité, et heureusement pour elle, elle n'avait pas subi directement la violence et la pauvreté des classes inférieures, des déshérités. Elle n'avait pas affronté le licenciement économique de ses parents, les dettes et la saisie immobilière, l'alcoolisme d'un parent, l'échec scolaire. Tout est dit. C'est une usurpatrice, et puis tout c'est tout. Il veut écrire, et elle lui dit « écris les choses telles qu'elles sont ». Elle le dit factuellement. C'est elle qui lui donne ce conseil. Il le suit. D'ailleurs, il est très reconnaissant de ce qu'il a appris en tant qu'écrivain auprès d'elle. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le personnage secondaire. C'est qu'il y a cette scène de dîner où il y a un dîner d'écrivains, etc. Et il est le compagnon, il est celui qu'on ne présente à peine, à qui on ne parle pas. Elle a un peu peur d'ailleurs qu'il parle parce qu'il est un peu plouc. Il n'a pas les codes encore. Il y a une scène assez drôle où il lui explique comment tenir son couteau à dessert et tout ça. C'est donc elle qui est la bourgeoise et qui donne des conseils d'éducation à. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle le considère comme un plouc et pourtant ces ploucs, c'est censé être des personnes. Elle le dit, elle l'a dit. C'est un terme qu'elle a utilisé. Non, mais moi je trouve que c'est un très très beau livre, d'une grande finesse très bien psychologique. Écrit. Super bien écrit. Très. Alors pour le coup, pour reprendre les termes de Veillergans, ni idolâtre, ni rancunier, mais au milieu. Très admiratif de l'art d'Ernaux, et en même temps, il dit les choses telles qu'elles se sont passées selon lui, dans son souvenir à lui, et c'est son interprétation à lui. Et Annie Ernaux, qui est la grande prêtresse de l'autobiographie, elle ne peut pas en vouloir
à son mauvais élève. Voilà, c'est tout. Qui est Et en c'est fait un livre bon élève. remarquable. De ce point de vue-là, qui est un bon élève. Oui, exactement. Un bon élève un peu désobéissant. Mauvais élève de Philippe Villain aux éditions Robert Laffont. On va rapidement passer au coup de cœur. Un mot peut-être sur le Jean Rollin. Ça vous a tous passé sans effroi? J'ai pas lu, mais j'aime beaucoup cet auteur. Ouais. C'est un écrivain. Ça m'a totalement ennuyé. Moi, ça m'est tombé des mains. Ah bah, comme ça va aller vite. Voilà. Franchement, en fait, j'ai pas compris de quoi ça parlait. Et j'ai voulu lire la 4e de couverture, mais même la 4e de couverture ne sait pas de quoi parle le livre. Donc je me suis dit, c'est quand même fou ce truc. J'ai lu la moitié du livre, je sais pas de quoi. Ça fait ça. C'est une enquête sur des gens qui passent la frontière pendant la Seconde Guerre mondiale pour aller en Espagne, dont le frère de Jean-Pierre Melville. Non, mais il y a une rivière qui passe, il la suit, ça fait du pas bruit mal de dans la l'eau, région. puis il y a des motards qui passent, ça fait encore du bruit. Il a un problème avec le bruit. Hein. Ouais. Et puis bon, il y a des oiseaux, il y a des plantes. Bah, ça alors, c'est la nature, c'est la campagne. Des j'étais à poissons. Ouais, c'est profond, trop profond pour moi. C'est un puits, là. Les gens risquaient leur vie pour traverser les Pyrénées. Mais je l'ai pas et senti. passer en Espagne. J'ai pas compris. Enfin là, au moment où il le raconte, C'était une rivière, aventure. quoi. Ouais, Bien sûr. si vous voulez, en fait, là, il y a une. Comme vous n'avez pas lu le livre, il y a une. C'est pour ça que j'en dis du bien. Bien sûr. Il y a une multiplication de personnages qui fait qu'au bout d'un moment, ça devient assez éreintant quand même. Mais au bout de 60 pages, on ne sait toujours pas de quoi ça parle. Puis avec des noms en au bout de consonance 100 pages, espagnole, il basque, y a Melville qui s'appelait pas encore Melville Grimbach, et que son frère, son frère est mort durant la sans doute traversée. tué par un passeur. Pendant que, et lui en 42 a rejoint Melville, pas Moby Dick, hein, l'autre, et que Melville avait rejoint la France libre à Londres en 42. Donc il y a un côté mélange d'écrivains voyageurs et de témoignages historiques, mais trop foisonnant, je trouve, pour être vraiment... Non, mais c'est à partir de la 100e page qu'on comprend À de quoi ça partir de la parle, sauf que 100e le page, livre ouais. fait 133 pages. Je veux dire, à un moment On dirait du Annie Ernaux. Non, Bon, on va arrêter de dire du mal. Un mot peut-être Paul Lynch, parce que c'est un des grands romans étrangers de la rentrée, chez Albin Michel, Le Chant du prophète. Nicolas, mais vous n'avez pas été... D'accord, non plus. Alors on va passer au coup de cœur, n'est-ce pas? Parce que... Rapide. Mais je suis pas seul ici. Ah, moi j'ai adoré. Ah bon oui, je sais. Mais moi j'ai pas le droit de parler, donc... Vous avez le droit, Allez, on va faut passer bien au... que vous ayez des défauts. Dites-moi votre coup de cœur de littérature étrangère. C'est une Espagnole qui a écrit un premier roman aux éditions du Seuil qui s'appelle Carcuma, je crois. Carcoma de Leila Martinez, voilà. Voilà, et qui est déjà traduit enfin, qui a été préempté pour être traduit en 20 ou 25 langues. J'ai choisi ça parce que ça change un peu des récits et elle écrit un livre qui est difficile à résumer parce que c'est vraiment pile poil entre le roman gothique de la fin du 19e et certains romans de Stephen King, dont en particulier celui qui a inspiré Shining de Kubrick. C'est-à-dire que tout se passe dans une maison qui est vivante, qui grince, qui fait des bruits, qui est étrange, et on découvre l'histoire d'une famille espagnole sur 4 générations. Donc c'est aussi une histoire de l'Espagne pendant un siècle. Ouais. Voilà. Et je trouve ça très courageux en 2024 de sortir un truc comme ça, un peu néo-gothique, mais sans être du gothique nul, quoi. Enfin, et c'est marrant parce que j'ai montré Shining à mes fils il y a une semaine et je leur ai dit, dans le livre, le héros, c'est pas Jack Nicholson, c'est l'hôtel en fait. Et là, c'est la maison qui est l'héroïne du roman. Voilà. Et Carcoma, c'est le nom d'un... Tes enfants écriront un livre, notre père nous a traumatisés en nous montrant Shining. Carcoma, ça veut dire deux choses, ça veut dire le verre de bois et en même temps une sorte de mélancolie qui vous ronge de l'intérieur. Voilà. Et bon, c'est pas le livre du siècle, mais... Oh, mais arrêtez de toujours... soyez enthousiaste. Il y a de l'imagination, c'est très bien écrit, c'est très bien traduit, et surtout, ça change, quoi. Voilà, ça change. Vive le C'est pas la changement. traversée des Pyrénées. Leila Martinez, Carcoma aux éditions du Seuil. Colombe Schneck, un peu de littérature... restons sur la littérature étrangère. J'ai le livre d'Hanif Qureshi. Fracassé. Donc, Hanif Qureshi, l'écrivain britannique d'origine pakistanaise, qui a écrit sur sa communauté, et qui s'est le scénariste de My Beautiful Landrette. en
handicapé, impossible de bouger, dans un hôpital de Rome il y a 2 ans. Il a commencé à écrire tout de suite sur ce qui lui arrivait. Un accident ou Il tombe. Comme ça. Il tombe et il se fracasse les vertèbres. Et la bêtise. Donc tétraplégique. Et cet homme qui se décrit d'ailleurs comme un type assez égoïste, qui quitte ses femmes et ses enfants, qui se drogue, qui va découvrir l'amour de certaine façon et l'empathie et la sympathie de ceux qui vont s'occuper de lui, des femmes. Et il y a un moment très beau. Il est avec une jeune femme depuis quelques années qui va entièrement se dédier à lui. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire, il ne peut plus rien donner aux autres. Et à la fin du livre, je le raconte parce qu'il n'y a pas de suspense, hein, c'est pas un roman policier. Donc, à la fin du livre, c'est Noël et il oublie de lui offrir un cadeau. Et il me dit, j'ai une telle dette, c'est tellement pas mesurable ce que je peux lui offrir en échange qu'elle me donne, sa propre vie. Qu'est-ce que je peux faire? C'est un très beau livre. Bizarrement, je l'ai lu avec une certaine joie terrible. C'est la joie de celui qui se dit je peux me lever le matin, je peux prendre un café, je peux sortir dans le jardin, parce qu'il raconte tout ce qu'il ne peut pas faire. Et le lecteur, qui est valide, a cette joie, qui n'est pas une mauvaise joie, qui est la joie de celui qui en vit. Oui, c'est un très beau livre. C'est chez Christian Bourgoin. Oui. Alice? Moi, j'ai beaucoup aimé La Faille de Blandine Rinkel. C'est un roman, enfin, c'est pas un roman, c'est un livre hybride, c'est un essai, c'est un récit, c'est une analyse. Tout part du constat que fait Blandine Rinkel un jour en écrivant le mot famille. Elle s'aperçoit que quand elle écrit ce mot-là, elle mange le M, on le voit d'ailleurs sur l'image, ce qui fait que ça donne la faille. Or, ça la rapporte elle-même à sa propre fissure familiale, cette propre faille qu'elle a racontée dans son précédent livre, mais dans d'autres aussi, donc Vers la violence, en l'occurrence, son précédent roman qui était excellent. Et elle se demande qu'est-ce que c'est une famille, qu'est-ce que ça doit avoir comme rôle, est-ce qu'on peut en sortir, est-ce qu'il faut en sortir, et quel prix ça a psychologiquement, moralement, éthiquement. Et donc, elle va commencer dès ses 14 ans, à commencer à errer dans les rues. À 18, elle va monter à Paris et elle va voyager, elle va vivre dans des autobus, dans des vannes. Et on se demande si elle voyage d'ailleurs ou si elle fuit. Et qu'est-ce qu'elle fuit ? Et à partir de toutes ces expériences, et notamment l'expérience de son compagnon qui est confronté à l'alcoolisme de son père, elle se demande finalement qu'est-ce que c'est que cette famille. Donc elle va essayer de se servir de la littérature pour essayer d'éclairer cette question. Donc elle va citer Franz Kafka, Fritz Horn, Maggie Nelson, Annie Ernaux. Non, pas Annie Ernaux. Elle n'est pas dedans. Il y a Marguerite Duras et Annie Ernaux. Ouais, on s'en fout. Chez Becbédé aussi, Annie Ernaux qui est citée. Mais elle va aussi se servir à part Nicolas Nguemout, du tout le monde cinéma cite pour Annie essayer Ernaux. d'éclairer des questionnements qui l'habitent, mais qui ne sont pas des questionnements que personnels, parce que on le disait tout à l'heure, le nombre de personnes qui sont des enfants de divorcés sont très concernés par ces questions-là. Et le livre souffre d'ailleurs par des scènes de fête, scènes de famille, fin d'année, où elle voit justement ces gens qui se réunissent, la période terrible pour les gens qui sont tout seuls. Et elle n'en dégage pas non plus de la jalousie ni de l'envie, mais un questionnement, une espèce de nostalgie qu'elle ne connaît pas, puisqu'en fait, ça ne lui rappelle rien, mais malgré tout, ça l'interroge au fond d'elle-même. Qu'est-ce que c'est une famille ? Donc évidemment, on est tenté de se dire, la famille, c'est la famille qu'on crée, donc les amis. Mais elle nous voit venir et elle nous dit en fait que la famille, les amis, lapsus, reproduisent un peu ces mêmes schémas en fait de violence qui peuvent avoir le leader, l'outsider, une espèce de construction pyramidale au sein d'un groupe d'amis. Donc finalement, moi, ce que je ressens dans le livre, c'est que c'est une véritable ode à la littérature, parce qu'en fait, on est tous des descendants de personnages de romans, et nos familles, en fait, ce sont des personnages de romans. C'est un peu ce que disait Alberto Manguel dans l'un de ses livres, dont j'ai évidemment oublié le titre. Mais c'est un livre fragile, avec plein de doutes, plein d'hésitations, mais c'est ce qui fait sa force. Il n'y a pas c'est pas des livres qui cognent, c'est pas des mots qui cognent, on se dit c'est des idées arrêtées, c'est comme ça qu'il faut penser, il y a une morale, il n'y a pas du tout de morale, mais on est quand même au bord de l'essai, parce qu'il y a beaucoup d'analyses de romans et de films aussi d'ailleurs. Tout à fait. Et parfois, on bascule dans cette... On flirte, et elle cherche, en fait, elle pousse la réflexion, justement. Parfois, effectivement, elle s'enferme peut-être dans des questionnements littéraires. Parolière, elle travaille avec Bertrand et on Burgala, sent justement la musique des mots. Elle a un Ouais. vrai travail d'écriture. Là encore, on parlait des livres qui sont écrits, il faut le relever. Blandine Rinkel écrit extrêmement bien et c'est un super livre. Et c'est chez Stock et ça sort la semaine prochaine, le 15 janvier. Frédéric, vous avez bien... Moi, j'ai beaucoup Blandine Rinkel aussi. Je suis en train de lire Nathalie Azoulay. Ouais.
et qui est aussi une romancière qui écrit extrêmement bien, qui arrive à nous intéresser à tout. Je me souviens d'un de ses livres, Titus aimait Bérénice, où c'est une nana qui se fait larguer et qui se soigne en lisant Racine. Grâce à la tragédie de Racine, ça la soigne. Donc voilà, c'était un argument assez original. Voilà. Et elle écrit très très bien. Et là, c'est... j'ai oublié le titre. Tout le monde connaît Théo, un truc comme ça. Chez POL toujours. C'est chez POL. Et bon, en gros, elle explique que dans la vie, il y a 3-4 décisions importantes et tout le reste ne compte pas. Et ça commence comme ça. Il y a alors, c'est dans un dîner, il y en a qui disent « mais non, il y en a au moins une dizaine ». Non, 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 non. Et puis, on comprend qu'en fait, il va y avoir un couple qui va être détruit par le 7 octobre. L'événement du 7 octobre brise un amour. Et il faut comprendre voilà, comment ça se passe. Je ne l'ai pas fini, hein, je suis en train de le lire, mais moi je trouve ça très bien l'idée que, parce qu'on vit dans un monde d'actualité permanente, on regarde les chaînes d'infos et tout ça, et on se dit que ça peut rester extérieur à nos vies. Mais en fait non, une tragédie comme celle du 7 octobre, on peut rattraper tout si on n'est pas d'accord là-dessus, après plus rien ne va, quoi. Et donc je trouve d'une manière très fine et très... justement romanesque, littéraire, de s'appuyer sur de parler de l'actualité. Ouais, voilà. Allez, pour terminer, rapidement, un dernier coup de cœur, Colombe Schneck. C'est Vos. Ouais. C'est une écrivaine que j'aime beaucoup, qui écrit rarement. Elle fait penser au livre d'Emmanuel Bernay, mais on a l'impression que elle fait presque pas exprès. Et en fait, c'est très fort. Hein. Et c'est un personnage qui rate tout, qui a un beau-père... qui est ruiné, qui n'est jamais là au bon moment, et elle en fait un portrait... un portrait d'époque aussi, parce que c'est les années 80, oui, c'est les années 80, Havre. Il y a beaucoup d'humour, et c'est très... L'air de rien, c'est extrêmement fort. Il y a une image, la fin, où elle raconte que au moment où il meurt, il est abandonné, il y a une bougie qui s'effondre avec et on lui raconte juste ça, elle n'était pas là, on lui raconte et combien cette image reste en elle, et c'est un livre qui reste. Cette image-là, par exemple, je vois une bougie, je pense à ce type raté. C'est un titre. On a dit le plus grand bien dans nos pages. Dans le Figaro Magazine, c'est un titre à la Jean-Marie Rouard, un perdant magnifique, aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup à tous les quatre. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Club Le Figaro Culture qui sera consacré aux expositions Wesselmann, Ribera, Le Trempe-l'œil, toutes les éditions à ne pas manquer d'ici la fin du mois de janvier, et puis en se projetant sur celle de l'année 2025. Merci encore, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne semaine.